Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Emmanuel Combe, professeur à la Schema Business School, vice-président de l'autorité de la concurrence, qui co-signe une étude de la Fondapol, relocaliser, décarboner, rapatrier, souveraineté économique entre ambition et réalité. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP. Tiens, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, Jean-Marc. Et non. Oh là là. Vous avez considéré que tout le monde savait qui Voilà. on n'osait pas le dire. Auteur de Macron, la valse folle de Jupiter, pourquoi ces erreurs nous mènent dans le mur, publié chez l'Archipel, et également membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec ça, c'est le plus important. C'est la ça une qui manquait. Du numéro de ce mois-ci, Vélo, Auto, la nouvelle lutte des classes. Et puis Jérôme Dédéian, associé de toutsurmesfinances.com et président de Mon Partenaire Patrimoine. C'est du conseil en gestion de patrimoine pour tous. J'aimerais voir avec vous, on va pas faire un tour de table complet sur ce sujet parce que c'est vraiment votre domaine de prédilection, Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence. La rapidité avec laquelle les taux réglementaires se resserrent autour des GAFA dans tous les pays, avec tous les termes. Alors vous êtes un spécialiste de ce que Thierry Breton a pu élaborer comme nouvelle réglementation européenne. Il y a Joe Biden qui considère qu'il faut revoir une loi de 1996 qui rendrait cette fois-ci les grands réseaux sociaux responsables des contenus qui s'y trouvent, car cette loi aujourd'hui les exonère de responsabilité juridique sur ces contenus au titre de la section 230 de ce texte sur la transparence de la communication. Et alors là, les députés allemands, en fin de semaine, changent les règles. Arrêtons de nous enquiquiner avec cet abus de position dominante, complexe à démontrer, prenant quelquefois des années. Concentrons-nous sur la notion d'importance primordiale sur le marché. Vous êtes d'une importance primordiale sur le marché, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais du coup, vous êtes redevable devant nos tribunaux. En gros, ça peut vouloir dire ça. Comment vous interprétez cette espèce d'emballement réglementaire autour de ces groupes, avec quelquefois des notions que je pensais, moi, définitives comme l'abus de position dominante, qui ne le sont pas? Ouais. Alors, les propos que je vais tenir n'engagent que moi, hein, ils n'engagent pas l'autorité de la concurrence. Moi, je suis un petit peu partagé. Je comprends l'idée qui est derrière. Donc, en fait, l'Allemagne fait avec 2 ans d'avance ce que l'Europe va faire avec le Digital Market Act. Pour faire simple, l'idée, c'est dans le monde d'avance, si vous voulez, vous jouez, vous gagnez. Il n'est pas interdit de gagner et être dominant. Hein. Et si vous abusez, si vous êtes en excès de vitesse, eh bien, on vous mettra des sanctions. C'est ce qu'on appelle un contrôle ex post. Et là, on passe à un contrôle ex ante. Vous êtes grand, donc au motif que vous êtes grand, vous avez une responsabilité particulière, et sans même qu'il soit nécessaire de démontrer que vous êtes dominant, que vous avez abusé, ce qui est quand même une sécurité juridique, je vais en quelque sorte vous imposer des obligations. Hein. C'est un peu la même idée, oui. C'est un peu la même idée que les Allemands, là. Alors quel est l'esprit qui est derrière? L'esprit qui est derrière, c'est quand même l'idée que la politique de la concurrence aurait échoué au motif qu'elle arrive trop tard. Le gendarme arrive trop tard et il y a eu trop d'excès de vitesse. Et c'est vrai que quand on regarde Google Shopping, la commission de mémoire a mis 6 ans ou 7 ans. Et puis pour aller recouvrir l'amende... Tout à fait. Alors ceci étant, on va raisonner sur le monde d'après. Dans ce monde d'après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple à Google, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça, ça et ça. Prenons un exemple concret, vous n'avez pas le droit de faire du self-preferencing. Avantager vos propres produits par rapport aux autres. Mais il va falloir le vérifier. Pour le vérifier, on va faire quoi? On va prendre une équipe d'experts de la commission qui va aller chez Google analyser l'algorithme. Pardon, c'est exactement ce qu'a fait la DG Concurrence dans Google Shopping. Je vais le dire autrement. Qu'est-ce que l'on va gagner en temps? Je ne suis pas persuadé qu'on sera plus rapide. Par contre, la sécurité juridique, je suis assez sensible à ce point-là, me semble un petit peu affaiblie. Qu'est-ce que c'est qu'un gatekeeper? Alors c'est sans doute Google, Facebook, ça sera peut-être aussi Booking, qui est européen. Alors vous me direz, il est hollandais, on va encore nous dire que les Hollandais ne sont pas tout à fait des Européens, etc. Mais enfin oui, ça pose quand même un problème. Je trouve qu'en termes de sécurité juridique, ce que je ne voudrais pas, pour parler clairement, c'est que cette régulation ex ante remplace la régulation ex post qui s'appelle l'antitrust. Je constate quand même que Joe Biden, puisque vous en avez parlé, il vous dit quoi? Il vous dit d'abord on va réguler en effet tout ce qui est les contenus. Et ça c'est le DSA en Europe. Et je trouve que le DSA c'est très clair. C'est de la transparence. Voilà, je suis internaute, j'ai un droit de recours si on supprime mon commentaire. Très bien. Moi c'est le DMA sur lequel je m'interroge. Et je constate qu'aux États-Unis, Joe Biden, il ne crée pas pour l'instant, enfin il n'a pas l'intention de créer un nouvel arsenal juridique. Il dit je vais réactualiser mon bon vieil outil qui s'appelle l'antitrust. J'ai le Sherman Act et au fond, j'ai l'impression que l'Europe s'est posé une question légitime qui est pourquoi ne va-t-on pas assez vite mais il n'y a pas forcément répondu avec le bon instrument. En France, pardon, on va faire un peu de publicité pour la France, on a un instrument qui s'appelle les mesures conservatoires. Quand Google devait négocier sur les droits voisins avec les éditeurs, l'autorité de la concurrence, en quelques mois, a dit à Google, je vous enjoins à négocier. Cet instrument n'existe pas au niveau européen. Et finalement, au motif qu'il n'existe pas, pour des raisons un petit peu compliquées, parce qu'il faut le consensus, on se dote d'un arsenal, le DMA, je ne suis pas complètement certain que ce DMA soit plus... Je ne dis pas qu'il est inutile, je ne suis pas convaincu qu'il soit plus pertinent
que la bonne vieille politique de la concurrence, qui a quand même un avantage, elle a 50 ans, 60 ans d'expérience, elle permet d'avoir de la sécurité juridique. Parce qu'il n'y a pas que qui sera le gatekeeper demain? Si on a un nouveau géant européen, eh bien, il sera aussi un gatekeeper. Attention, alors on voit bien cet instrument finalement a été designé pour en fait bloquer des acteurs américains, on va se parler franchement. Est-ce qu'il n'y aura pas un effet collatéral demain? Et puis, dernier point, c'est pas parce que vous avez perdu une guerre et que vous bloquez ceux qui ont gagné que pour autant vous serez demain géant. Il n'y a toujours pas de Google européen, il n'y a toujours pas d'Amazon européen. En clair, à supposer même que ça soit nécessaire, ça ne me semble pas être une politique suffisante. Donc j'ai quand même des doutes. Je ne dis pas que je suis contre le DMA, contre la loi allemande. Je ne voudrais pas que ça signifie la mort de notre politique de la concurrence qui a quand même donné plutôt, me semble-t-il, d'assez bons résultats. J'ai plein de réactions d'auditeurs qui défendent un petit peu Bruno Le Maire dans l'histoire de Carrefour. Oui, Jérôme Deslions, je ne veux pas qu'on passe trop de temps sur cette histoire. Moi, je suis extrêmement d'accord avec Emmanuel sur cette insécurité juridique. Un abus de position dominante, ça se qualifie. Oui. Devant un tribunal, ça se qualifie. Vous avez abusé, vous avez monté vos prix de façon... Enfin, vous avez freiné la concurrence, vous avez limité l'accès à vos concurrents à de la technologie pour éviter que la concurrence se fasse et que vous dictiez vos prix. Et donc, vous avez pénalisé le consommateur. Bon, ça peut se travailler, ça peut se prouver, etc. Dès lors qu'on supprime la notion d'abus et qu'on est juste sur t'es gros, donc tu es susceptible d'avoir des mesures qui entravent ta progression, on rentre dans un débat d'interprétation qui vraiment, pour moi, heurte de plein fouet la liberté d'entreprendre, tout simplement, et donc et qui risque à terme de limiter la concurrence. En revanche, il y a des choses qui évoluent quand vous parlez de la vitesse à laquelle tous ces énormes acteurs sont en train, un peu partout dans le monde, d'être mis sous pression. Je trouve ça très intéressant. Vous avez vu qu'il y a le Conseil d'État a pris une position extraordinairement intéressante récemment, là, pour expliquer que même si on avait son siège social ou l'endroit où on facture, enfin on book ailleurs, à partir du moment où on a un établissement en France pérenne avec du personnel, une activité, etc., on peut qualifier une base taxable. C'est ça qui s'est passé. C'est extraordinairement intéressant et ça montre que, au fond, la pression qui va être mise par l'ensemble des régulateurs ou des États sur tous ces pays-là devrait aller beaucoup plus vite qu'on ne croit sur la capacité à les faire rentrer dans le rang, notamment sur l'angle « je paye mes impôts à l'endroit où j'ai effectivement mon activité ». C'est un vrai sujet qui, pour l'instant, n'a pas été parfaitement tranché. En tout cas, on n'a pas de solution globale. Il avance. Ça avance. Allez-y pour terminer le sujet. Parce que très vite pour rebondir sur ce que dit Jérôme, un exemple très concret. Dans le DMA, il y a un article 12 qui dit si vous êtes un gatekeeper, un géant, vous devrez notifier tous vos rachats d'entreprise. Ok, très bien. Et une fois qu'on a notifié, on fait quoi ? On interdit, donc ça revient à l'entreprise, tu n'as pas le droit. Vous voyez, on pose le problème, la solution, elle me semble juridiquement quand même problématique. J'ai trouvé que la réflexion était profonde en amont, mais que le risque d'exécution était énorme sur bien des points. Il y a cet auditeur qui me dit la section 230 proposée par Trump a été rejetée par les démocrates, mais visiblement ils veulent revenir dessus. Franchement, bravo monsieur Daniel, écrit cet auditeur, sur le risque de dépendance de la France et les exigences du FMI si le déficit continue de se creuser. Voilà. La France doit s'enrichir, sinon dépendance. L'Allemagne l'a compris et lâchera la France si cela menace son indépendance. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que le vrai problème de ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement que à peine on repart dans une phase de croissance, on a un creusement de notre déficit extérieur. Ce pays vit au-dessus de ses moyens et avec des idées, encore une fois, que je trouve ridicules sur l'attractivité. Rassurez-vous, on finira, on va vendre les bijoux de famille et puis on va être tellement attractif qu'il y a tout un tas que le japonais qui a besoin de placer son épargne viendra chez nous. À cause de ces idées-là, on est en train de ruiner la génération future. Donc je crois qu'il y a un vrai débat politique à mettre en avant, qui est de dire comment se fait-il que ce pays n'arrive pas à redresser ses comptes extérieurs. On est dans la situation de 1982-1983. À l'époque, l'Allemagne ne payait pas puisqu'on n'était pas dans la zone euro. Maintenant, l'Allemagne paie dans la zone euro. Et je trouve aberrant, encore une fois, que dans cette situation, il y a des gens qui disent « mais on s'en fout, l'avenue Montaigne, on la vend, regardez, tous les émirs nous achètent l'avenue Montaigne, comme ça prouve que nous sommes évidemment attractifs. » Je dis danger. D'accord, allez-y, Emmanuel Combe. Bon, il avait conclu pendant la pub, le débat. Non, mais il y a deux sens d'attractivité. Il y a mener une politique d'attractivité. Je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est le signe d'un pays qui s'appauvrit, qui est pauvre, qui vend les bijoux de famille. Et il y a l'attractivité. Vendre les bijoux de famille, oui, le jour où Versailles est acheté. Il y a l'attractivité qui est la conséquence du fait qu'on est puissant. Comme je suis puissant, je suis attractif. Mais donc, le même mot désigne deux réalités complètement différentes. Là où je rebondis sur ce que dit Emmanuel, je suis tout à fait d'accord. Mais la France, normalement, et j'espère, doit être dans une situation où elle doit être à la frontière technologique, c'est-à-dire le pays qui est en avant et donc qui n'a pas besoin des autres. Et vu son état démographique, la France doit
profiter de cette capacité à être à la frontière technologique pour investir à l'étranger. Je rappelle juste une dernière chose là-dessus. Oui, Jean-Marc. Madame Merkel avait dit un jour dans un discours, à l'occasion d'ailleurs de l'anniversaire de la bataille de Leipzig, où elle avait dit deux choses que j'ai trouvées importantes. C'est qu'en 1813, l'Allemagne était du bon côté. Donc, l'Allemagne n'a pas vocation à être en permanence montrée du doigt et n'a pas vocation en permanence à assumer les conséquences de l'incompétence de ses partenaires. Et la deuxième chose qu'elle avait dite, c'est que si nous n'arrivons pas à générer de la jeunesse, notre jeunesse qui paiera nos retraites, elle sera en Turquie. La question étant de savoir si ce sera une jeunesse qui viendra sur notre territoire ou une jeunesse qui travaillera pour nous sur son territoire. Et je crois que la question qui se pose à la France est exactement la même. Est-ce que la jeunesse dont nous avons besoin, nous la ferons venir sur notre territoire? Est-ce que nous allons être attractifs, non pas aux capitaux, mais à la jeunesse, à la compétence, à la formation? C'est-à-dire, est-ce que nous allons avoir une forme politique d'immigration qui soit une politique d'immigration raisonnée et assumée? Ou est-ce que nous allons investir dans les pays où il y a cette jeunesse? Grosso modo, est-ce que nous allons former des jeunes Ivoiriens pour venir chez nous? Ou est-ce que nous allons investir à Abidjan? Mais c'est ça qui est le plus important. En revanche, considérer qu'il faut absolument que un fonds de pension américain vienne acheter l'avenue Montaigne, je dis non. D'accord. On est d'accord. Frédéric a la conviction que Bruno Le Maire a utilisé l'argument de la sécurité alimentaire, mais qu'en fait, sa préoccupation, c'était de ne pas laisser délocaliser le siège social de Carrefour à Toronto ou Montréal, je ne sais où. Ça a été une proposition choc et je me suis dit que vous l'aviez certainement vu, Jérôme Dédéian. Ce sont les experts comptables qui ont fait toute une série de propositions au gouvernement compte tenu de la situation des entreprises. Alors, il y a plein de propositions qui portent sur des gestes fiscaux, sur des parties de bénéfices qui seraient mis en provision, enfin des quantités de trucs un peu techniques ou encore des amortissements pour les investissements. Puis il y a l'idée de faire un revenu minimum pour les dirigeants. Parce qu'effectivement, le dirigeant qui est aujourd'hui contraint à l'arrêt de son activité, souvent le fonds de solidarité paye à peine ses loyers et quelques factures, il ne se paye plus. Et alors, j'ai soumis cette idée il y a 2-3 jours à mes invités, une volée de bois vert contre la proposition. Ouais. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ces 50 propositions des experts comptables. Ils en ont fait une cinquantaine. Oui. Il y a beaucoup de bonnes choses. Donc je préfère toujours retenir ce qui me plaît et ce qui me semble utile. Et puis avant de taper sur ce qui me semble un peu étrange. C'était la plus choc. On n'a pas le temps de les passer toutes, mais il y en a des très très bonnes. Ils introduisent un débat qu'on a, enfin une clé peut-être pour éclairer un débat qu'on a eu ici même. Comment est-ce qu'on distingue les entreprises qu'on va laisser survivre ou pas ? Voilà. Ça, c'est vraiment un point essentiel pour moi dans la sortie de cette crise, puisqu'on voit bien qu'on a un paquet d'entreprises qui survivent. Ça se voit avec la baisse des défaillances. On va se le prendre, le wagon. On va s'en prendre 50 ou 60 000 l'année prochaine, malgré la baisse. Record de faillite depuis 30 ans à la baisse. Il y a plein de boîtes qui survivent parce que elles ont eu le chômage partiel, le PGE, et que donc elles ont une trésorerie qui leur permet encore de survivre, alors qu'en fait, elles sont zombies et qu'elles devraient tomber. Et il va bien falloir accompagner cette transition en laissant tomber les entreprises qui, de toute façon, n'auraient pas survécu ou ne peuvent pas survivre, et en revanche consolider les entreprises qui peuvent survivre. Et donc dans les propositions d'experts comptables, il y en a une remarquable qui consiste à faire exactement comme fait l'État, c'est-à-dire cantonner la dette Covid et travailler sur l'analyse financière des boîtes une fois qu'on a cantonné la dette Covid. Voilà. Et regarder si elles sont viables ou pas. Et après, cette dette Covid, vous pouvez l'étaler et faire des conditions et vous aménager seulement les entreprises pour lesquelles l'analyse financière a permis de montrer que si on cantonne cette dette Covid, en fait, elles ont un modèle économique qui leur permet de rebondir. Voilà. Ça, c'est typique dans ces 50 propositions de choses qui me semblent extrêmement utiles. En tout cas, ça commence à donner une clé vraiment locale, entreprise par entreprise, et non pas par un décret du ministre de l'économie qui explique que ça, je sauve ou ça, je sauve pas, par secteur, par je ne sais quoi, qui est vraiment très difficile à faire. Il y a d'autres choses qui sont pas inintéressantes quand ils disent on a calibré les aides sur la baisse de chiffre d'affaires. En fait, il faudrait regarder l'excédent brut d'exploitation. Sur les marges. Voilà, sur les marges, parce que ça permet, justement, là encore, ça travaille sur le modèle économique des boîtes. Alors après, il y a deux propositions qui me semblent complètement aberrantes, et là, je pense que c'est une grossière erreur, mais c'est un peu du clientélisme, il ne faut pas leur en vouloir. La rémunération du dirigeant. Quand on est dirigeant, par principe, on est entrepreneur, on prend son risque. C'est bon, c'est la même réponse que les autres. Et si on commence à faire survivre à coups de filets sociaux les entrepreneurs qui se plantent, eh ben, on tue tout le mécanisme de libre concurrence, de liberté d'entreprendre, avec le risque associé et la récompense associée, qui est la sanction, je me plante, eh ben, je fais autre chose et je reprends un contrat de travail ou quoi, ou la sanction du succès qui permet à l'entrepreneur de créer de la richesse à partager. Voilà. Donc ça, je suis assez mal à l'aise avec cette notion-là. La deuxième chose qui est effarante, c'est que pour moi, ils font un contresens complet sur l'épargne. Ils disent qu'il faut relancer la consommation et donc il faut débloquer l'épargne, débloquer l'assurance vie, débloquer l'épargne salariale et tout ça. Alors, déjà entendu.
tenue. Les Français, non, mais pour relancer la consommation. Alors, on a cruellement besoin d'épargne. Je pense qu'on sera d'accord avec Jean-Marc sur on ce se sujet. rejoint là-dessus. Voilà, on a cruellement besoin d'investir dans la numérisation de nos entreprises, de nos activités, de nos infrastructures. Et donc, pour ça, on a besoin d'une épargne abondante. Et cette épargne abondante étant rémunérée, permettra de payer les retraites de notre population vieillissante. Ça, c'est la situation de notre pays. Voilà. Donc, toute l'épargne qu'on a accumulée, il faut la flécher vers des investissements plutôt de dette privée et d'equity, de fonds propres de boîtes, pour permettre justement cette politique d'investissement qui rémunérera cette épargne, qui paiera nos retraites, qui permettra à nos entreprises de se développer. Pour relancer la conso, mais il y a déjà, les Français ont accumulé pendant cette crise des dizaines de milliards de liquidités sur leur compte courant et sur leur livret d'épargne réglementé ou non réglementé, enfin réglementés, ils sont tous réglementés, mais pas forcément défiscalisés. Hein, les livrets, on peut payer le PFU de 30% au-delà du livret A, du LDD, etc. C'est cet argent-là, il faut essayer de l'inciter à se placer plus long, en grande partie, puis le reste, les gens vont le consommer. On a bien vu en décembre, il y a eu un effet rattrapage de consommation incroyable. Ça repart. Donc moi, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de pénaliser la faible épargne qu'on a en la débloquant, alors qu'il y a des liquidités accumulées par les Français. Il y a beaucoup de voix qui disent que pour que ça fonctionne, il faut changer les règles prudentielles, notamment des banques et des assureurs, parce qu'aujourd'hui, elles sont dissuasives justement face à l'equity, et qu'il faudrait peut-être, compte tenu de la situation et de l'urgence, et avoir une super carotte fiscale pour faire que les gens passent à l'acte. En fait, il y a un vrai sujet pour les compagnies d'assurance, notamment sur l'épargne assurantielle, qui coûte très cher en fonds propres quand vous l'investissez à partir du moment où vous intermédiez par le bilan de l'assureur. C'est-à-dire que vous êtes dans un fonds euro et que vous voulez mettre des actions dans un fonds euro avec son cliquet, etc. Mais si vous êtes dans une assurance vie, passez-moi l'expression, les juristes vont hurler attention Jérôme, la FFA va pas être contente parce qu'elle va dire mais non, c'est une opération d'assurance. Bon, si c'est une assurance vie compte titre individuel, ou si c'est un compte titre qui n'est pas intermédié par le bilan d'un assureur, eh ben la sécurité de l'épargne, c'est la banque dépositaire, le coffre-fort dans lequel il y a les certificats de propriété de ce que vous avez acheté avec votre argent, et la fluctuation, le risque de marché, il est pour l'épargnant. Et puis voilà, ça marche très bien, et ça, c'est pas du tout consommateur de fonds propres. D'accord. Et la carotte fiscale? Donc ça s'appelle le PER bancaire, ça s'appelle un compte titre, ça s'appelle un super PEA, ça s'appelle tous ces instruments qui permettent d'investir sans avoir besoin de mettre des fonds propres, puisque c'est l'épargnant qui prend le risque de marché. Okay. Bon. Et la carotte fiscale pour booster un peu l'affaire? Évidemment, en France, tout finit et commence toujours par des impôts. Donc on peut, puisqu'on pénalise avec des impôts, on peut relancer en allégeant les impôts. Et voilà. Ce chiffre qui nous a frappé, Emmanuel Combe, 50% des Bac plus 5. 1 sur 2, pratiquement 1 sur 2, cherche aujourd'hui un job. On dit bien Bac plus 5. On sait que 80% des chômeurs ont le Bac ou en dessous du niveau Bac, mais là, ce qui est intéressant, une enquête épisto réalisée pour le Syntec Conseil, l'ancien Syntec numérique. Alors ce qui est intéressant quand on regarde l'enquête, c'est qu'en réalité, c'est plus un effet de demande que d'offre. En clair, si je comprends bien, le marché s'est assez bien tenu pour l'embauche des Bac plus 5. Simplement, une partie de ces diplômés partaient à l'étranger, environ les 25%. Et comme ces débouchés à l'étranger ont été taris, eh bien, mécaniquement, on a quand même, vous avez raison, 50% des jeunes qui, 6 mois après, n'ont pas trouvé de job, alors que je crois que le taux, le pourcentage est de l'ordre de 25% en temps normal. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de relier ça à d'autres études, notamment à l'étude du CEREC, on la connaît tous, qui montre que lorsqu'on entre sur ce marché du travail très dégradé, on reste dégradé avec un effet, on pourrait dire un effet de mémoire, c'est-à-dire quand vous rentrez dans des conditions salariales dégradées, eh bien vous le payez en fait à long terme. Il n'y a pas d'effet de rattrapage, il n'y a pas d'effet transitoire. Et puis on peut même aller plus loin. Alors c'est pas tout à fait le sujet, je le décale un petit peu. En amont de ces jeunes qui sortent du marché du travail, il y a d'abord des jeunes qui se forment. Et là, on va avoir quand même un vrai sujet. C'est celui de ceux qui sont rentrés dans les études et qui ont pour certains abandonné, qui sont démotivés. Je vais le dire autrement pour parler comme un économiste. Il y a un vrai problème d'accumulation de capital humain. Or ça, vous le voyez bien qu'à long terme, on va le payer. Et on a des expériences historiques très intéressantes. Je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, notamment ce qui s'est passé dans des périodes. Alors, on n'est pas en période de guerre au sens strict, mais des études très intéressantes aux États-Unis sur ce qui se passe quand on interrompt les études, ne serait-ce que quelques mois, ou quand on les poursuit dans des conditions dégradées, eh bien on s'aperçoit 20 ans, 30 ans après, qu'il y a encore des résultats sur l'employabilité et même sur les rémunérations. Donc ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'un choc entre guillemets temporaire, enfin le temporaire ça fait 1 an quand même, peut avoir des effets extrêmement durables sur l'accumulation de capital humain. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette notamment détresse des étudiants qui viennent de rentrer dans le système universitaire. Alors c'est peut-être un peu par clientélisme politique, mais maintenant dès que vous interrogez quelqu'un sur les conséquences de la crise, les jeunes, on a oublié les jeunes. Mais on a fait quoi concrètement? Jean-Marc Daniel et puis Jérôme Dédéan. Une précision par rapport à l'histoire des Bac plus 5, vous avez un effet conjoncturel
qui est effectivement le fait qu'on est dans une phase de récession, et donc il y a l'effet de la mémoire, et donc tous les gens qui rentrent en ce moment sur le marché du travail savent plus ou moins qu'ils subiront les conséquences dans toute leur carrière. Donc il y en a certains qui se disent je vais même attendre un moment plus opportun, y compris d'ailleurs en faisant des études au-delà du bac plus 5. Je veux dire, je vais faire un doctorat. Et puis vous avez quand même tous les travaux qu'avait fait Paul Romer, d'ailleurs qui ont fini par lui coûter sa place à la Banque mondiale, où il mettait en avant la différence qu'il y a entre une formation en titre et une formation en compétences. Et donc il disait... Vous voulez dire, excusez-moi, mais bac plus 5, ça ne veut pas dire que les gens soient adaptés à la... Le système productif n'a pas forcément besoin de davantage de bac plus 5. Il a besoin de toute une gamme d'emplois, et dans ces emplois, il y a des gens qui sont en bac plus 5, mais il y a aussi des gens qui ont CAP et qui vont correspondre à l'état du système productif. Et donc, je pense que... Une surproduction de bac plus 5. Je pense qu'il y a un problème dans l'analyse que l'on fait de la formation dans ce pays, qui consiste à considérer, à raisonner en titres, c'est-à-dire plus on donne de titres, et plus on donne de titres prestigieux, plus on est en conformité avec les attentes du système productif. Ça lui a valu sa place. Il s'est fait virer parce qu'il a vu l'outrecuidance de dire un truc comme ça. Ça, c'était assez mal placé. Enfin, il avait mis en avant le fait que sur les dépenses d'éducation dans l'ensemble de la planète, il fallait réfléchir de plus en plus en qualité et de moins en moins en quantité. Et il y a un certain nombre de gens qui ont dit que c'était pas politiquement correct. Oui. Non, il y a un point très important que Jean-Marc a souligné, c'est l'effet qu'on appelle d'inflation des diplômes. C'est-à-dire si en fait la majorité des diplômés se disent je vais attendre avant de rentrer, je vais faire un bac plus 6, en réalité on peut avoir à terme une dévalorisation. Plus on monte loin, plus paradoxalement. Donc attention à cet effet boomerang, plus l'arrivée de la génération des diplômés 2021, quand il y aura la reprise en 2022. Vous imaginez l'effet potentiel à la fois en employabilité et aussi en qualité du diplôme. On le sait bien, plus on est diplômé, plus il y a la majorité des personnes sont diplômées, moins le diplôme. Sachant que le pic des défaillances, d'après leur RMS, c'est pour 2022. 2022, oui, tout à fait. Jérôme, ce que disent nos jeunes, là on parle de le bac plus 5, ce qu'ils disent tous, c'est qu'ils n'en peuvent plus des cours à distance. Ah bon, ça. Voilà. Ah oui, ils n'en peuvent plus. Alors, ça, c'est clair. Et moi, je le sens très bien. Moi, je suis en ce moment sur les bancs de l'université. Et je vous ai pas 4 jours par mois étudiant. 4 jours par mois étudiant. Et à distance, c'est vraiment beaucoup plus difficile que les souvenirs que j'en avais quand on est assis avec ses camarades, qu'on discute, qu'on va à la machine à café, etc. Je vais terminer quand même sur une note optimiste, notamment pour nos employeurs de grande taille. Et c'est un point microéconomique que je vous dis. J'ai un filleul qui vient d'être embauché par une grande société de services en stage de fin d'études, avec promesse d'embauche, si ça se passait bien, avec promesse d'embauche dans la durée. Et on a vu énormément d'entreprises qui étaient des gros employeurs, qui avaient du mal à se procurer une main-d'œuvre qualifiée sortant avec les bons diplômes ces dernières années, parce qu'ils partaient tous dans la start-up machin, à l'étranger, etc. Et en fait, cette crise a au moins une vertu, c'est qu'elle va permettre... Elle fait de la rétention de talent. Elle redonne de l'attractivité, maintenant c'est devenu un gros mot, on ne peut plus en parler devant Jean-Marc, de l'attractivité aux gros employeurs friands de diplômés brillants, avec des diplômes un peu cortiqués. Et ça me semble plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sait très bien qu'il faut cultiver ses points forts, et quand on a des champions, il faut que ces champions ils aient la main-d'œuvre qui va bien. La principale chose qui pénalisait la croissance de nos boîtes ces dernières années, c'était la capacité à recruter la bonne main-d'œuvre, et notamment les talents. Alors le bon côté des choses, c'est que comme ça fait des états, des prisons sanitaires, on garde les gens, même les meilleurs, qui ne peuvent plus aller à Cupertino vendre leurs talents. Alors, 3 minutes 40 pour terminer, je voudrais vous faire réagir au procès de François Ruffin contre Sanofi. Alors évidemment, il a fait un carton, parce qu'il va utiliser des arguments qui sont un petit peu les biais cognitifs, un peu primaires de l'anticapitalisme assez marqués à gauche, et ça marche très bien. Regardez, ils ont détruit des emplois, supprimé des emplois, fermé des centres de R&D, ils ont écarté les molécules les moins rentables, et ils ont une logique purement financière pour engraisser leurs actionnaires. Résultat, ils n'ont pas de vaccin. Mais ça a fait un carton. Ouais, et en plus, on est sur un peu les mêmes ressorts d'intuition que le réflexe très politique de Bruno Le Maire, qui était quasi prévisible, Emmanuel Corr. On est d'accord, on est dans de la politique pure. Mais ça marche, et en 2022, on vote. Mais je suis d'accord avec vous que ça marche. Mais simplement, s'il n'y avait que de la politique, à ce moment-là, supprimons l'émission et ne faisons plus d'économie. Heureusement que nous sommes là quand même pour rappeler qu'à la fin, l'économie, ça marche quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que résumer le succès d'un vaccin au nombre de salariés qui sont employés en France, c'est un petit peu simple. Un vaccin, ça a une prise de risque. Et ben oui, quand on cherche, on ne trouve pas toujours. Je suis pas en train de défendre Sanofi, mais il est possible en effet qu'on ne trouve pas tout de suite. Et je constate d'ailleurs, me semble-t-il, que c'est pas un échec du vaccin, c'est un retard, si j'ai bien compris. Oui. Premièrement. Secondement, un vaccin comme un médicament, en général, c'est entre 10 ans et 12 ans de recherche. Là, on est sur des délais de l'ordre de 1 an et demi. Donc on écrit l'histoire après. C'est-à-dire, au motif que certains ont gagné, puisqu'on disposera au moins de 4 vaccins, je constate qu'ils ne sont pas produits par des entreprises entre guillemets françaises, et à la rigueur,
on s'en fiche. Heureusement qu'on n'a pas tout fait en France, parce que si on s'était dit, on ne va pas contracter avec des étrangers, pardonnez, je mets des guillemets, parce que nous voulons garder un vaccin français, on n'aurait rien. Donc j'ai presque envie de retourner l'argument de M. Ruffin. En réalité, heureusement qu'il y a la mondialisation, ça nous permettra d'avoir des vaccins. Et la recherche, c'est un petit peu plus subtil que le nombre de salariés sur un territoire. Je rappelle que la Big Pharma fait de moins en moins de R&D et rachète en fait des biotech qui sont à l'origine de ces nouvelles molécules innovantes. L'industrie du médicament, c'est une industrie, et c'est une industrie extraordinairement risquée. Très consommatrice de capitaux. Et donc vous investissez des centaines de millions, des milliards sur des molécules qui peuvent, dans leur processus, tomber. Ça s'appelle tomber dans le jargon. Et donc ça veut dire que vous avez investi en pure perte parce que votre technologie n'a pas permis de sortir la molécule pour l'application que vous souhaitiez. Et puis vous avez de temps en temps un projet qui fonctionne et qui est la molécule qui va vous permettre. Exactement. Et donc pour toutes ces raisons, énormément de grandes entreprises se sont mises des big pharma, se sont mises en alliance avec des biotech qui sont plus flexibles, plus souples, qui font de la recherche moins chère, et elles ont une panoplie de biotech, et puis elles prennent leurs risques exactement comme des investisseurs en capital risque. Et puis parfois, l'investisseur en capital risque, il n'a pas la pépite, et c'est comme ça, et il faut qu'il ait les reins suffisamment solides. Et s'il les a plus, il finira par mourir, il sera remplacé par d'autres. Non, juste une réaction. Il a raison. On a 50 secondes. Il a raison. Sanofi a échoué. On va pas. Après. C'est les raisons qu'il invoque. Alors les raisons qu'il invoque sont absurdes. Ce sont des raisons anticapitalistes pour expliquer qu'on n'a pas de vaccin en France. Les raisons qu'il invoque sont absurdes, mais Sanofi a échoué. Alors, effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les gens qui ont réussi, eux, est-ce qu'ils avaient plus de chercheurs? Est-ce qu'ils distribuaient moins de dividendes? La réponse est non. Et alors, effectivement, c'est une analyse complètement ridicule de ce qu'est le processus de création, d'investissement et de recherche. Mais sur le premier point, Sanofi a échoué. Merci Emmanuel Combe d'avoir été là aujourd'hui. Jean-Marc Daniel à la une de Pour l'Écho, Vélo Auto, la nouvelle lutte des classes. Et Jérôme Dédéan, rendez-vous demain à 9h.